Quand on pense à l'identité d'une ville, on a souvent des images qui nous viennent en tête. Un plat, un accent, un quartier. Mais parfois, l'influence d'une communauté, c'est beaucoup plus profond, plus structurel. C'est vraiment tissé dans l'ADN de la ville. Et à Montréal, c'est le cas de la communauté qu'on appelle levantine. Libanaise, syrienne, égyptienne. C'est une histoire qui commence en fait bien avant ce qu'on imagine. On remonte à la fin du 19e siècle. Absolument. Et c'est une histoire qui est fascinante parce qu'elle est faite de couches successives, un peu comme une géologie humaine. Pour cette analyse, je me suis plongée dans des synthèses qui sont basées sur des données publiques, de wikiresidence.ca et infodrone.ca notamment. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment cette communauté s'est implantée, comment elle est devenue ce moteur économique phénoménal pour Montréal, et aussi de mettre des visages sur cette réussite, des personnalités qui façonnent le Québec aujourd'hui. Le programme est dense. Alors pour s'y retrouver, on va suivre le fil de l'histoire. D'abord, les grandes vagues migratoires. Ensuite, on va regarder l'empreinte économique. Et vous allez voir, le mot colossal est à peine assez fort. Et puis, on finira avec le rayonnement culturel, politique, avec des noms qui vont peut-être vous surprendre. Alors, commençons par le tout début. On ne peut pas comprendre la communauté d'aujourd'hui sans voir quel est le résultat de 4 vagues. Vraiment, 4 vagues bien distinctes. La première, c'est celle des pionniers. On est à la fin du 19e siècle, entre 1890 et 1940. C'est une vague discrète, presque silencieuse. D'accord, pionnier. Ça sonne un peu comme le Far West. C'est qui ces gens qui arrivent à Montréal à cette époque? Ce sont principalement des chrétiens, maronites, melkites, qui quittent le mont Liban. C'est une région qui était alors sous contrôle de l'Empire ottoman, un empire en plein déclin. L'instabilité les pousse à partir, mais il faut s'enlever de la tête l'image de grands bateaux remplis. On parle plutôt d'individus, de jeunes hommes surtout. Leur profil est très marqué. Ce sont des commerçants dans l'âme. Beaucoup commencent comme colporteurs. Des colporteurs. C'est-à-dire qu'ils font du porte-à-porte pour vendre des trucs. C'est une drôle de façon de commencer une nouvelle vie. C'est une façon incroyablement efficace. Ça leur permet d'apprendre la langue sur le tas, de comprendre le marché, de créer un réseau et surtout d'être autonome tout de suite. Pas besoin d'un gros capital de départ, tu vois. Et cet esprit d'entreprise, c'est vraiment le fil rouge de toute cette histoire. Logiquement, ils s'installent là où est l'action à l'époque. Ville-Marie, le sud du plateau. Ces pionniers posent les premières pierres. Mais j'ai l'impression que le grand tournant, le moment où tout bascule, c'est bien plus tard. Exactement. On fait un bond jusqu'en 1975. C'est le début de la guerre civile au Liban. Et là, l'échelle change radicalement. Ce n'est plus une vaguelette, c'est un tsunami humain. Les sources parlent de l'exode libanais, qui dure jusqu'en 1990. C'est cette vague qui va vraiment structurer la communauté. Waouh! Donc on passe d'une immigration au compte-gouttes À une vague de fond, carrément. Ça a dû tout redéfinir en un temps record. La nature de l'immigration est complètement différente. j'imagine. Oui. Totalement. Ce ne sont plus seulement des individus. Ce sont des familles entières de toutes les classes sociales qui fuient la guerre. Et surtout, beaucoup d'entrepreneurs arrivent avec leurs capitaux, leur savoir-faire, une énergie de reconstruction. Ils ne viennent pas pour trouver un emploi, ils viennent pour en créer. Et c'est là qu'un quartier de Montréal va devenir leur royaume. Chabanel, le quartier de la mode. Le fameux quartier Chabanel. C'est la communauté libanaise qui est le moteur de son âge d'or. Elle en est le cœur et les poumons. Le textile, ça devient leur secteur. Et avec cette arrivée massive, la géographie de la communauté change. On quitte le centre-ville pour aller plus au nord. Ville-Saint-Laurent, Ahuntsic, quartier-ville. D'ailleurs, dans les années 90, on entendait souvent le surnom Ville-Saint-Liban pour parler de Saint-Laurent. Ah oui, je m'en souviens, c'est dire l'ampleur du phénomène. Et pendant que cet exode libanais se passe, il y a autre chose en parallèle, qui vient d'un autre pays de la région. L'Égypte? Oui, il y a une vague égyptienne un peu moins connue, mais importante, surtout entre 1960 et 1980. Le contexte est encore politique. Les nationalisations du gouvernement de Nasser poussent de nombreuses familles, notamment de la communauté copte. Les chrétiens d'Égypte. Voilà, ils sont poussés à chercher un avenir ailleurs. Eux aussi s'installent beaucoup dans l'ouest de l'île. Saint-Laurent, Pierrefonds, Roxboro. Ce qui nous amène à la vague la plus récente, celle qu'on a tous vue aux nouvelles, la crise syrienne, à partir de 2015. C'est une vague de grande ampleur, oui, mais au profil très différent. Là, on parle d'une crise humanitaire, de l'accueil de réfugiés. Parrainés par l'État, par des groupes privés, l'élan de solidarité a été immense. Leur installation se fait dans les mêmes quartiers historiques, comme Ahuntsic Quartier-Ville, mais aussi beaucoup à Laval.
Laval, c'est devenu un nouveau pôle. Donc, si je récapitule, on a 4 couches d'histoire. Des pionniers commerçants, un exode d'entrepreneurs pendant la guerre du Liban, une vague de familles égyptiennes, et plus récemment, des réfugiés syriens. Ça donne une communauté incroyablement diverse. On parle de combien de personnes aujourd'hui? Les estimations, c'est autour des 75 000 à 90 000 personnes d'origine libanaise. Ça fait de Montréal une des plus grandes diasporas libanaises par habitant en Amérique du Nord. Si on ajoute environ 30 000 personnes d'origine syrienne et égyptienne, on a une force démographique et culturelle majeure. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette force, elle n'est pas abstraite. Elle se traduit très concrètement dans l'économie. Cette communauté n'a pas seulement habité Montréal, elle l'a littéralement bâti. Bâti, c'est le mot juste. On a déjà parlé de ce fil rouge du commerce depuis les tout premiers colporteurs. J'imagine que cet esprit d'entreprise a explosé avec la vague des années 70. On retourne à Chabanel. On y retourne, mais pour voir comment ils en sont sortis. Chabanel, ça a été le camp de base, le lieu où les entrepreneurs ont dominé la manufacture. Mais là où c'est vraiment impressionnant, c'est l'évolution. Beaucoup ne se sont pas contentés de fabriquer pour les autres, ils ont eu l'ambition de créer leur propre marque. Et de les faire rayonner à l'international. On passe de l'atelier à la tour de bureau, en quelque sorte. Est-ce que les sources expliquent ce qui a permis ce saut? C'est une question de génération, d'éducation? C'est un mélange de tout ça. Les sources suggèrent que la première génération a bâti la fondation financière, dans le textile, dans le concret, ce qui a permis à la suivante, souvent formée à HEC au McGill, d'avoir les outils pour penser globalement. Ils ont combiné l'éthique de travail familial avec les codes de la finance internationale, et l'exemple le plus spectaculaire, c'est la famille Chamandy. Ah oui, avec Gildan Activewear. On parle d'un géant mondial. C'est l'histoire parfaite de cette transition. Glenn et Greg Chamandy héritent d'une petite entreprise familiale de vêtements pour enfants. Au lieu de la maintenir, ils la réinventent complètement, pour en faire un des plus grands manufacturiers de t-shirts au monde. Une multinationale cotée en bourse. C'est le passage de l'artisanat à la stratégie mondiale, tout en gardant le siège social à Montréal. Cette ambition de voir grand, on la retrouve dans un autre secteur qui, lui, a vraiment façonné le paysage physique de Montréal, l'immobilier. Attends, passer du textile à l'immobilier, ce n'est pas une évidence. Les profits du textile ont directement financé ça. C'est exactement ça. Il y a eu une transition logique. Les profits énormes générés dans le textile ont été réinvestis massivement dans la pierre. D'abord en achetant les entrepôts, les usines, et puis en se lançant dans des projets beaucoup plus grands. Des familles ont bâti des empires immobiliers qui ont transformé des pans entiers de Laval, de Broussard, de Ville-Mont-Royal. Et là encore, il y a un nom qui émerge de façon spectaculaire. Andrew Lutfi. Son histoire est emblématique. Petit-fils d'immigrants libanais. Il est le PDG du groupe Dynamite. Tout le monde connaît les boutiques Garage et Dynamite. Mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il dirige aussi Carbon Léo, la firme immobilière derrière 2 des plus gros projets des 20 dernières années. Le quartier 10-30. Le 10-30 à Broussard et le méga complexe Royalmont à Montréal. C'est une concentration de pouvoir économique et urbanistique absolument stupéfiante. On ne parle plus seulement de construire des immeubles, mais de créer des destinations, de redéfinir comment on magasine et on vit dans la métropole. Est-ce que les documents parlent de l'impact ou même des critiques d'une telle influence? Les documents se concentrent sur la description de cette puissance économique. Mais c'était une excellente question. Cette capacité à mener des projets d'une telle envergure, ça montre une influence qui va bien au-delà de la simple construction. Ça touche à l'urbanisme, aux politiques municipales, à la vision même du futur de la ville. C'est une empreinte durable. Et il y a un troisième domaine où l'empreinte est tout aussi révolutionnaire, mais cette fois-ci, c'est dans nos assiettes, l'alimentation. Et là, je pense que l'impact est encore plus quotidien pour tout le monde. C'est vrai, et c'est peut-être l'exemple le plus démocratique de leur influence. L'histoire des frères Cheheb avec les supermarchés Adonis, c'est une véritable saga. J'avoue que c'est une histoire qui me fascine. On part de presque rien, non? On part d'une minuscule épicerie sur la rue Fayon, en 1979. Elie et Jamil Cheheb y vendent des produits que les immigrants du Moyen-Orient ne trouvent nulle part ailleurs. Et à force de travail, ils développent un concept de supermarché qui offre non seulement ses produits, mais une expérience. Les odeurs, les comptoirs de prêt à manger, les produits frais, c'est devenu une destination. Le succès a été tel que le géant Métro a racheté une participation majoritaire. C'est vrai que l'impact d'Adonis, c'est difficile à surestimer. Je me souviens de la première fois que j'y suis entré. C'était une révélation. On est passé du houmous en pot en plastique à des dizaines de variétés fraîches. Du pain pita qui sort du four. Là, d'Adonis, il y a toute une constellation d'institutions.
la chaîne Boustan, née dans un petit local du centre-ville, maintenant partout, le restaurant Damas, qui a élevé la cuisine syrienne au rang de la haute gastronomie, reconnue comme une des meilleures tables au Canada, ou même des institutions plus modestes mais adorées comme Al-Taïb et ses Manakish. L'influence est partout à tous les prix. Donc, on a le vêtement, la brique et la nourriture. 3 piliers de l'économie du quotidien qui ont été profondément transformés. Ça montre une capacité à devenir un acteur central. C'est plus que de l'intégration, c'est du leadership économique. Et ce leadership ne se cantonne pas au monde des affaires, il se prolonge tout naturellement dans les sphères culturelles et politiques. Justement, parlons-en. On a vu l'impact sur nos villes, nos assiettes. Est-ce qu'on voit la même influence sur nos scènes et dans nos parlements, Vigie? La réponse est un oui retentissant, et parfois de manière surprenante. Commençons par le théâtre, avec une figure qui est devenue une référence mondiale, Wajdi Mouawad. D'origine libanaise, arrivé au Québec adolescent, il est l'auteur de la pièce Incendie. Un succès planétaire. Absolument. Adapté au cinéma par Denis Villeneuve, il dirige aujourd'hui un grand théâtre à Paris. Son œuvre explore souvent l'exil, la mémoire, la guerre. Et en parlant de cinéma, impossible de ne pas penser à une autre figure majeure, Xavier Dolan. Son père est d'origine égyptienne et libanaise. Exactement. C'est une autre connexion puissante. Son cinéma a rayonné partout. Et si on va vers la musique, le spectre est encore plus large. Ça va de la pop au R&B à l'électro-funk. On a eu Camaro, Cyril Camar, qui a été un producteur et chanteur à succès dans les années 2000. Il y a Massari, une star du R&B. Et un exemple que j'adore, Patrick Jamayel, P-Tug, qui a la moitié du duo Chromo. Ah oui, classe. Chromo connu mondialement. C'est fou. Ça montre une présence dans toutes les strates de la culture, de la plus pointue à la plus populaire. Et cette présence, on doit logiquement la retrouver dans l'arène politique. C'est souvent le dernier marqueur d'une intégration réussie. C'est un signe d'enracinement très profond, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des élus de la communauté à tous les palais de gouvernement, et dans des partis très différents. Donne-nous des exemples. Au provincial, les sources citent Rouba Ghazal, députée de Mercier pour Québec solidaire. Elle est d'origine palestinienne, née au Liban, et incarne un engagement très progressiste. À la mairie de Montréal, le chef de l'opposition officielle, c'est Aref Salem, d'origine libanaise. C'est un poste de premier plan. Et au fédéral, on a des députés comme Faisal El-Khoury et Patricia Lattanzio pour le Parti libéral. Le fait qu'ils soient dans des partis aussi différentes que Québec solidaire et le Parti libéral, ça, c'est une information capitale en soi. C'est crucial, ça montre que l'intégration politique est complète. Elle n'est pas monolithique. Il n'y a pas un vote levantin. Les individus participent au débat à partir de leurs propres convictions. Et cette diversification s'étend à la sphère des idées, au monde universitaire. On peut penser à Gad Saad, professeur de marketing à Concordia, qui est aussi une personnalité médiatique. Le portrait est vraiment saisissant. Si on rassemble toutes les pièces, on a une histoire sur plus d'un siècle, marquée par des vagues très différentes. On a un esprit entrepreneurial hors du commun, qui a transformé des secteurs entiers, du t-shirt qu'on porte au quartier où on vit. Et finalement, un rayonnement culturel et politique qui dépasse largement les frontières de la communauté, avec des figures qui sont des références pour tout le Québec. Au fond, ce que les sources nous disent, c'est que la communauté levantine n'est pas juste un groupe parmi d'autres. C'est une des forces motrices, historiques et contemporaines qui ont façonné Montréal. Son influence, on la voit sur les logos au sommet des gratte-ciels, dans l'architecture des nouveaux quartiers et sur les visages qui nous représentent sur la scène mondiale. C'est une conclusion puissante. Mais avant de terminer, il y a une dernière idée qui ressort des documents. Une sorte de question en filigrane qui est très pertinente aujourd'hui. Oui. Les sources insistent sur un fait notable. La capacité de cette communauté à réussir et à s'intégrer aussi bien dans les sphères anglophones que francophones. Dans un Québec où le débat sur l'intégration et la langue est constant, ça pousse à la réflexion. On peut se demander quels sont les facteurs spécifiques, historiques, économiques, peut-être culturels, qui ont permis à cette diaspora en particulier de naviguer avec un tel succès dans la complexité linguistique et sociale si unique à Montréal. C'est la question à 1 million. Qu'est-ce qui, dans leur bagage ou leur approche, leur a donné cette fluidité? C'est une excellente piste de réflexion à laisser à nos auditeurs.